Hello tout le monde, assalamu alaikum. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les 5 erreurs les plus fréquentes qu'on commet quand on est développeur débutant. Évidemment HTML et CSS. Donc ça va pas être carrément trop technique et tout, mais on va juste passer en revue sur les erreurs les plus fréquentes et comment est-ce qu'on peut les éviter. D'accord? Donc restez concentrés à peu près 10 à 15 minutes, maximum 20 minutes, et vous allez voir que vous allez énormément gagner à suivre cette vidéo. Donc on y va. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce document ou bien pourquoi est-ce qu'on a fait cette vidéo? Alors c'est pour vous permettre en tant que débutant de minimiser certaines erreurs et d'adopter les bonnes pratiques en développement, parce que c'est très important d'avoir un code qui respecte les standards. Et pour qui? Évidemment, c'est pour les débutants. Donc, en ce qui me concerne, moi, mes remarques, donc en tant que mentor chez Open Classroom, si vous ne connaissez pas Open Classroom, c'est une plateforme qui vous permet de vous former sur des métiers de la technologie. D'accord? Il y a plusieurs formations, développeur web, machin, full stack, tout ça, référent digital, machin. Il y en a plein. Donc, vous pouvez aller sur le site openclassroom.com et vous allez voir par vous-même. Les cours sont très intéressants. Et voilà, si vous voulez suivre une formation là, vous pouvez contacter l'administration. Donc, j'y vais accompagné depuis février 2021. Je suis mentor chez Open Classroom depuis février 2021. Plusieurs étudiants. Donc, ce qui m'a donné aujourd'hui l'occasion un peu de développer mes qualités et de produire bien, d'asseoir une meilleure base pour accompagner mes étudiants, d'essayer de m'améliorer, produire un code de qualité. Maintenant, depuis février 2021, pas seulement depuis février 2021, mais moi je suis passé par là, pas mal d'erreurs que j'ai commises. Donc, et ce que je remarque que c'est l'ensemble, presque les 80% des étudiants que j'ai eu à accompagner, c'est plutôt des erreurs qui sont un peu liées à des trucs basés et quelque chose comme ça. Maintenant, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo, essayer d'adopter les bonnes pratiques. Donc, l'erreur numéro 1, c'est implémenter une maquette sans la découper. Donc, le souci est que aujourd'hui, si vous voulez mettre en place une maquette, quand on parle de maquette, on vous donne une image, d'accord, que vous devez reproduire sous forme de page avec du HTML et du CSS. Donc, l'erreur que les débutants, en tout cas la majeure partie, commettent, c'est quoi? C'est qu'ils viennent directement intégrer la maquette sans pour autant prendre le temps d'analyser la maquette, de la découper pour pouvoir commencer. Donc, le découpage, qu'est-ce que ça permet exactement? C'est que ça permet de structurer sa page. Ça permet aussi de définir les balises à utiliser, machin, tout ça. Et ça permet d'avoir une idée plus claire de l'implémentation. D'accord? Ça nous permettra aussi de mettre en place un code propre qui respecte les standards. Donc, là, on va après venir sur le découpage, c'est quoi, voilà, et tout ça. La deuxième chose, ça c'est un exemple de découpage avant de venir à la deuxième chose. Ici, on nous donne une maquette qui est là, d'accord? La maquette, on nous demande d'intégrer cette maquette là. Donc, il y a le logo, il y a le menu, il y a machin, tout ça. Et ici, à l'intérieur, on a peut-être une image à droite, find your dream job in one place, machin, et ça suit. Donc à gauche on a la maquette comme ça brute, à droite on a une maquette qu'on a essayé de découper, d'accord? Donc là c'est juste des carrés que j'ai fait comme ça, carré, rectangle, machin, mais on verra après la légende chaque chose représente quoi et quoi. Donc ici on a essayé de découper, de délimiter les parties. Donc on a essayé de faire un bloc qui engendre tout, un autre bloc en haut, un bloc qui suit après où il y a l'image et la description et à l'intérieur, et un troisième bloc qui est là. Donc si on passe, qu'est-ce qui se passe? Ici on a le corps, donc c'est le bloc qui engendre tout. On dit que ça c'est le body, d'accord? On a le corps carrément
on a le cœur carrément de la page, le body, d'accord. Maintenant, tout juste après le body, on a ce rectangle là en vert. Ça représente le header, l'entête, d'accord. Bon, le fait qu'il y ait des espaces ici, c'est pas trop important, ça c'est quelque chose qu'on peut voir après, mais ça c'est l'entête en quelque sorte, d'accord. À l'intérieur de l'entête, qu'est-ce qu'on a? On a l'image qui est là en, je sais pas, jaune ou voilà, et la navigation qui est à ce niveau. De ce fait, si on fait ceci, on sait déjà que on va avoir un body qui est là, tac. On va avoir un header qui est là, et à l'intérieur du header, on va avoir une image et voilà la navigation. Et là, les autres blocs, ce sont des sections. Évidemment, à l'intérieur des sections, on peut avoir d'autres éléments, mais j'ai essayé de limiter comme ça pour que ça soit un peu plus comment il s'appelait encore, un peu plus simple. Ok, donc tout de suite on verra après avec Sublime Text. Avec Sublime Text, comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Donc on va juste prendre Sublime Text, un exemple, hop, new file. Ok, donc ici je vais juste faire ceci, je vais mettre close all tabs, hop, voilà. Donc là je vais essayer d'enregistrer, tac, ouais. Je vais mettre test1.html, d'accord. Donc on va essayer d'implémenter, de mettre en pratique ce qu'on a ici, d'accord. Donc ici on a notre page HTML, évidemment il n'y a rien du tout. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets HTML et hop, CTRL espace, je suis sur Sublime, je peux avoir, donc je vais faire fi de l'ensemble des choses là, machin, et on a notre body qui est là, d'accord. Puisqu'on a dit le body ça regroupe tout ça, donc on a déjà notre body. Maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qui suit directement? On a le header. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ici header, d'accord. Et à l'intérieur de header, qu'est-ce qu'on a? On a l'image et on a la navigation. Et ici je vais mettre img, hop, et je vais mettre navigation, d'accord. Donc ici on sait qu'on a déjà cette partie là qui est là, on a l'image et on a la navigation. Maintenant reste à gérer les éléments qui sont à l'intérieur de la navigation, d'accord. Ça on peut les gérer avec des UL, des LI, machin. Qu'est-ce qui suit? On a notre section qui est là et une deuxième section. Donc on va sortir du header parce que là quand vous regardez le header il se limite ici à ce niveau. Donc la section elle est, la première section elle vient et la deuxième section à l'extérieur. Donc je mets section, hop, et je vais faire encore une deuxième section. Donc juste comme ça on sait déjà que on a notre organisation, d'accord. Donc je rappelle que à la fin de la vidéo je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de vérifier si réellement votre code ça respecte les normes les standards, les normes de codage, d'accord. Alors allons-y. Donc puisqu'on a déjà mis ça, ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite sur le code. Donc c'est plus facile aujourd'hui si on venait pour venir ici, on ne sait pas ce qu'on va faire, on prend pas le temps de découper, on prend pas le temps de faire quoi que ce soit, d'accord. Donc la deuxième erreur c'est quoi? C'est la mauvaise utilisation des balises. Ici on entend par là mettre une balise là où il ne faut pas, utiliser quelque chose qui est alors que c'est pas du tout nécessaire. Je vous explique. Regardez bien à gauche. À gauche, qu'est-ce qu'on a? On a un P. À l'intérieur du P, on a une div et un H. D'accord? Ça, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que chaque balise a une fonction définie, surtout les balises sémantiques. Ici, P, on entend par P une paragraphe. D'accord? On entend par P un paragraphe et un paragraphe de moins. On n'a pas le droit de mettre une div à l'intérieur d'un P.
ça fait pas de sens, ça fait pas partie des standards, d'accord? Donc ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire, c'est plutôt ce qu'il y a là à droite. Une div, ça représente plutôt un bloc, on peut le dire comme ça, d'accord? Pas carrément quelque chose euh, qui est significatif, mais ça permet de mettre en place un bloc, d'accord? Maintenant, après le bloc, qu'est-ce qu'on a? On a un titre et un paragraphe. Le titre et le paragraphe. Donc là, on n'a pas besoin de mettre ceci, parce que le P, c'est un paragraphe. Comment est-ce qu'on peut prendre un paragraphe et mettre un bloc à l'intérieur? Ça n'a pas de sens. Idem aussi, on peut pas prendre un paragraphe et mettre un H à l'intérieur. Par exemple, comme ça. Mettre ici un P. D'accord? Et à l'intérieur, mettre un H. Supposons H2. Ça ne se fait pas. D'accord? On peut avoir un P. D'accord? Un P. À l'intérieur du P, on peut avoir un span. D'accord? À l'intérieur du P, on peut avoir un I. À l'intérieur du P, on peut avoir un B par exemple. D'accord? Ces genres de balises qui ne signifient pas, évidemment, il signifie quelque chose. Par exemple, B, ça signifie bold, mais on l'applique sur un texte. D'accord? Donc, le paragraphe, il peut englober ces genres de choses-là. Mais aujourd'hui, idem aussi, on ne peut pas venir pour mettre ici un IMG dans un P. D'accord? Donc, évidemment, quand tu le fais, il n'y aura pas d'erreur, mais ça ne fait pas partie des normes des noms de code. S'il y a lieu de mettre ici un IMG, mettez plutôt ici un div. Et puis, c'est plus simple pour savoir que ça, c'est un bloc. D'accord? Ça, c'est un bloc. C'est ce qu'il y avait lieu d'expliquer sur ça. La troisième, c'est comment il s'appelle encore, les marges, que ce soit externe ou interne, ça dépend. Moi, j'ai juste mis un margin ici, mais il faut plutôt penser à ce que qu'on ait plutôt les marges, que ce soit interne ou externe. D'accord? Donc ici, il faut faire attention à beaucoup de choses. Il faut faire attention à beaucoup de choses. C'est que ce que j'ai remarqué, pour un simple souci de positionnement, par exemple, si tu dois avoir deux éléments qui doivent se positionner l'un à droite, l'autre à gauche, le premier il est à gauche, il n'y a pas de souci, parce que par défaut le positionnement d'un élément c'est à gauche. Mais tu vois que les étudiants, ils vont faire un margin left de, disons, 400 pixels pour que l'autre élément puisse aller à droite. Alors ça ne se fait pas du tout. On n'a pas besoin de mettre ça pour mettre l'élément à droite. Ça, c'est pas du tout nécessaire. Donc je donne juste un exemple ici, par exemple, open file. Ok, voilà. On va essayer de d'ouvrir le fichier là. D'accord, hop, il est là. Je pense celui-là, on a une image ici. Edit with Sublime. Je sais plus si on a une image. Je sais plus du tout. Je sais plus. Donc ici, hop. Voilà. Ici, il n'y a rien du tout. On va essayer de placer les deux images. Donc, on va essayer de placer une image ici. Est-ce qu'il y a une image? Tac. Sourcer, assets, image. Je vais juste prendre cette image là et je vais le mettre ici. Hop. user2.png. Ok. Ici, on a user2.png. D'accord. Et hop. Voilà, l'utilisateur il est là. Supposons que la navigation, par exemple, on va mettre un UL, un LI, d'accord. Je dis c'est accueil. Évidemment, je peux mettre un A, mais j'en ai pas besoin. Accueil, contact par exemple. Juste ces deux éléments là, d'accord. Donc, quand je recharge ici, vous voyez que accueil il est là. Alors que ici, on a besoin que accueil et contact soit ici, par exemple à droite. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que ici ils vont faire de telle sorte que je vais inspecter. Alors hop, ils vont faire de telle sorte que la navigation
Voilà, il est là. Ils vont mettre un margin left extrêmement grand, donc margin left de disons 400 pixels. D'accord, ils vont faire comme ça, 400 pixels, sinon 1500 pixels, juste ça, comme ça. Vous voyez que c'est un peu trop. On va encore diminuer, on va encore diminuer. C'est juste à titre informatif, c'est pas quelque chose que vous devez appliquer, c'est quelque chose que vous devez éviter. D'accord, il est là, et un margin top de moins disons 50 pixels. D'accord, donc ici on fait ceci et hop, les éléments sont alignés et puis on est content. Oui, bien sûr, vous êtes content, mais supposons que vous devez mettre, vous voyez, donc l'élément il est à gauche, ça scroll, ça change pas. Alors normalement, si on diminue la page, l'élément devrait venir ici. D'accord, il devait venir là, ici, ça devait être à ce niveau. Mais le margin left qu'on a fait, ça fait que peu importe sur notre écran, s'il n'y a pas de diminution, absolument rien du tout, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut appliquer. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut appliquer. D'accord, ici pour gérer cela, il faut juste enlever ça sur le header le parent, appliquer un display flex, mettre un justify content space between. Donc vous voyez que la navigation elle est venue à droite et l'icône, voilà, donc là on peut diminuer, peu importe, il va être toujours à droite. D'accord, donc là on n'a pas à craindre quoi que ce soit. Donc avec juste deux propriétés CSS, on a réussi à faire les choses correctement. Donc au lieu d'appliquer ici des margin left avec des valeurs énormes. Donc aujourd'hui, si vous devez appliquer des margin left avec supposons 500 plus de 100 pixels, ou bien margin right ou margin top, quelque chose comme ça, dites-vous que ce que vous faites c'est pas du tout bon et arrêtez-le tout de suite. Essayez d'appliquer les choses correctement. Ok, donc on continue. L'erreur numéro 4, c'est le positionnement des gros blocs avec de grosses valeurs. C'est ce qu'on vient d'énumérer tout à l'heure. Donc il arrive fréquemment de voir des gens qui appliquent des margins, un margin ou bien un peu très très grosses valeurs. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Et là le souci est que on ne peut pas du tout gérer la responsive. Donc quand on parle de responsive, c'est plutôt le fait qu'un site puisse s'adapter aux différents devices, c'est-à-dire que ce soit tablette, ordinateur ou téléphone. Le site doit s'adapter à ces devices-là. On est dans un monde moderne, on doit faire des applications, que ce soit web, mobile ou voilà, desktop, qui sont aussi modernes. Ok, donc l'erreur numéro 5, pas une erreur, mais c'est des choses qui arrivent, parce que le souci est que beaucoup veulent sauter les étapes. D'accord, donc ça, ce qu'il faut faire, c'est tout à fait comment ça s'appelle encore, logique, c'est d'être patient et persévérant. En développement, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas persévérant, dans ce cas, il y aura trop de soucis et vous allez relâcher, vous allez vous frustrer, vous allez être un peu, voilà, comment il s'appelle encore, vous n'allez pas pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire que là, moi, j'essaie de le faire, j'arrive pas, je fais pas ceci, et pourtant, d'autres personnes, ils le font. D'accord, d'autres personnes ils le font, pourquoi moi je ne veux pas le faire? Bien sûr, tu peux pas le faire pour le moment, mais il faut être patient et persévérant dans l'effort. Il faut tout le temps continuer à apprendre, il faut tout le temps continuer à faire ce que les autres ont fait pour arriver à leur niveau, et continuer à avancer, apprendre aussi. Il faut aussi être curieux, poser des questions. Si vous ne connaissez pas, poser, même si c'est banal, même si vous trouvez que c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose qui est assez facile, n'hésitez pas à poser vos questions à qui vous pouvez, que ce soit amis, que ce soit professeur, que ce soit voilà, connaissance, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça dépend. Posez vos questions, essayez d'apprendre le maximum possible. Je n'ai pas dit de regrouper plusieurs technologies, hein. Si vous êtes sur le HTML et du CSS, essayez d'apprendre le maximum possible sur le HTML et du CSS.
S'il s'agit d'autre chose, c'est autre chose. D'accord? Donc là, c'est la 5e chose à faire et soyez patient, surtout la patience. Soyez patient et soyez fiers de vous. Tracez votre propre chemin et essayez d'y aller doucement, mais sûrement. Ce n'est pas la programmation, c'est pas une course de vitesse, mais c'est plutôt une course de fond. Une personne qui est capable de tenir des heures à apprendre, pas à faire des trucs, mais essayer d'apprendre le maximum possible et vous allez voir que ça viendra avec l'expérience, avec l'autonomie et il y aura certaines choses qui seront naturelles à faire. Donc, comme je vous l'avais promis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre de savoir est-ce que votre code respecte les standards. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste aller vérifier si le code qu'on vient d'appliquer est-ce qu'il respecte les standards, c'est-à-dire le code qu'on vient de mettre ici. Pour ce faire, il y a ce qu'on appelle HTML CSS validation. Donc W3C validation. D'accord? Vous le tapez comme ça. Si vous n'avez pas l'URL, tapez juste W3C validation et venez sur le premier. Si vous voulez vérifier votre HTML, d'abord on va vérifier notre HTML, est-ce que ça respecte les standards. D'accord? Ici il y a 3 moyens: validate par URI. Est-ce qu'on a notre URI qui est là? URI, c'est soit on a hébergé notre code sur GitHub, soit on l'a hébergé sur GitLab, Bitbucket ou un endroit où on peut accéder via URL et que c'est public. Sinon, il y a le validate by file upload, c'est ça qu'on va utiliser, ou bien direct input. Le direct input, c'est copier le code et venir le coller ici directement. D'accord? Certains peuvent dire que c'est plus facile, mais moi j'utilise le file upload pour être sûr que j'ai pas oublié quelque chose. Donc, je mets choisir un fichier et après je vais récupérer notre test en HTML, ouvrir et hop, je fais check. Quand je fais check, il va essayer de voir est-ce qu'il y a une erreur. Donc il a regardé le fichier, vous voyez qu'on n'a pas fait grand chose sur notre fichier, mais quand même il a souligné des erreurs. Vous allez me dire, mais où est-ce que l'erreur se trouve ici? Il n'y a pas d'erreur. Oui, bien sûr, mais la validation carrément montre qu'il y a des erreurs qu'il faut corriger. Donc ici c'est un warning, par contre on va le corriger. Ici il nous demande de considérer qu'on doit ajouter l'attribut langue dans notre HTML. Ah oui, c'est évident. Donc HTML qui est là, on doit mettre l'attribut langue qui est là. Donc langue, on a FR, on a EN, puisque nous c'est du français là. Voilà, on va mettre du français. Error 1 dit on n'a pas précisé l'encodage. D'accord? On n'a pas précisé l'encodage qu'on doit utiliser. Et maintenant, pour préciser l'encodage, c'est simple. On va mettre ici une balise. L'encodage, on le précise avec une balise meta. On met meta charset UTF-8. D'accord? L'erreur suivante, c'est quoi? C'est le title. On a bien la balise title qui est là, mais ça doit pas être vide. Notre balise title, elle est vide. C'est ça qu'on va changer. Donc, on met test et disons les 5 erreurs à éviter. D'accord? Donc on a mis notre title. Ici une autre erreur qui est là, an image element must have alt. Il te dit que l'image doit avoir un attribut alt. D'accord? Ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Alt, c'est le texte alternatif qui permet à ce que si aujourd'hui votre image n'est pas chargée, le texte va s'afficher. Ça aide aussi sur le référencement. Aujourd'hui, si un utilisateur fait des recherches, par exemple sur utilisateur, vous avez des chances que votre image apparaisse. D'accord? Donc, il dit ça, c'est des warnings. Un warning, c'est un avertissement, mais c'est pas des erreurs. Donc, il dit section alert heading. Notre section n'a pas de titre. Donc, puisque c'est une section qu'on a mis en place, il faut qu'il y ait un titre. D'accord? Il faut qu'il y ait un titre. Mais notre section n'a pas de titre. Et les titres qu'il préconise, c'est de H2 à H6. Parce que le H1, c'est le titre primaire qu'on doit utiliser. Soit on met un titre à l'intérieur de la section, soit on enlève la section ici. On enlève section et on met
div à la place. D'accord? Donc on va mettre les deux éléments. Ici on met div. Par contre ici on va pas mettre section. On va pas mettre div, mais on va juste ajouter un. On va juste ajouter un titre. Titre niveau 2. D'accord? On a notre titre qui est niveau 2. On a complété le truc. On va aller faire un nouveau test. On clique sur charger fichier et on fait un check. Donc là, vous voyez que document check completed, no error or one to show. Donc ici, notre document respecte tous les standards du HTML et CSS. Donc ici, on n'a plus besoin d'autres choses. Donc si on rajoute aussi du code, il faut aussi revenir ici, vérifier est-ce que ce qu'on a rajouté c'est normal ou pas. Donc là on va essayer de faire quelque chose. Je vais mettre un P ici, d'accord, et à l'intérieur du P je vais mettre un div et je mets comme ça. D'accord, on va encore refaire un test. Check. Donc vous voyez, il nous dit no error, no P element in scope but a P intaxed. D'accord. Donc ici il nous dit on a un P qui est là et à l'intérieur il y a le div. D'accord. Lui ce qu'il considère c'est que cette div là ne doit pas avoir comme parent le P. Et vous allez voir si on enlève ceci, hop, on enlève ceci, on va remettre ici notre div, on va mettre ici un P, hop, c'est du n'importe quoi. Je reprends le fichier, hop, je fais un check. Vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Donc ici notre P, comme je vous l'avais dit au début, ne doit pas faire l'objet d'une erreur en le mettant dans un div. Ok. Ici, si vous voulez vérifier votre CSS aussi, c'est à ce niveau. Donc là, vous venez ici sur CSS, vous mettez la même chose. C'est soit par IRI, soit par chargement par fichier file upload ou bien par saisie direct. Donc retenez bien ces deux URL. Vous pouvez pas le retenir, mais notez-le bien. Si ça vous échappe, vous mettez juste W3C validation pour valider votre code HTML et CSS. Donc ça va vous permettre de produire un code de qualité, de ne pas avoir des erreurs de référencement ou quelque chose comme ça. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous remercie et vous dis la prochaine fois.